Bonsoir. Nous sommes le 3 Tammuz 5786 et le 17 juin 2026. Je suis heureux de vous voir. Enfin, comme d'habitude, je ne vous vois pas, mais de vous revoir techniquement parlant, c'est pas possible puisque c'est moi qui vous parle et c'est vous qui me voyez, mais c'est pas grave. C'est une expression. Voilà. Alors, je suis très content qu'on se retrouve. Voilà, je crois que c'est ça la formule. Et le sujet s'impose ce soir. C'est pourquoi tout ce remue-ménage au Moyen-Orient, dans le monde, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, pourquoi on voit que les temps sont difficiles et on ne sait pas où c'est qu'on s'en va réellement avec ce Memorandum of Understanding, le MOU que Donald Trump a signé ce soir avec Pezeshkian, le président iranien. Alors, comme on sait, l'objectif de M. Trump était d'empêcher l'Iran d'avoir le nucléaire. Et d'après ce qu'on comprend, ce qu'ils ont signé, c'est que l'Iran accepte de ne pas essayer de ne pas se procurer d'uranium et de rendre, si vous voulez, c'est de neutraliser l'uranium. Là où les commentateurs politiques et les acteurs politiques dans le monde ne sont pas d'accord, c'est est-ce que, en fin de compte, on va avoir un meilleur accord que le JCPOA que les États-Unis et le monde avaient signé avec l'Iran du temps de Obama, ou est-ce qu'il est meilleur, ou est-ce que on s'en va tout droit dans le mur, comme on dit, comme on a l'habitude de dire. Pourquoi ? Parce que le JCPOA donnait la possibilité à l'Iran à un moment donné, de se procurer, d'enrichir l'uranium. Et c'est ce qui leur a permis d'arriver à ce qu'ils étaient prêts pratiquement à avoir jusqu'à 11 ou 12 bombes atomiques avant que Israël, l'année dernière en juin, et cette année aussi avec les États-Unis, les deux fois, les États-Unis ont bombardé le Fordo, ils ont bombardé là où il y avait les centrifugeuses et l'uranium. Et d'un autre côté, il y a bien sûr cette guerre qui a duré pendant un mois et demi au moins, à un taux très avancé, si vous voulez, où l'économie iranienne était en train de chuter et les commentateurs et les acteurs politiques se posent la question, est-ce que il n'aurait pas mieux fallu qu'ils aillent jusqu'au bout que de les affaiblir complètement, de les anéantir complètement. Alors il faut bien comprendre, les Iraniens ne sont pas bêtes. Les Iraniens savent très bien que les États-Unis ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait au Vietnam et ils vont pas anéantir de toute façon, puisque la population iranienne est prise en otage, ils vont pas anéantir un pays alors qu'il y a des gens qui sont bien dedans. C'est le régime qui a un problème. Donc ils ont leur population, leur pays qui est en otage, et ils savent jouer sur ça, et ils savent jouer sur le temps. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que les midterms, c'est-à-dire les élections partielles qui auraient en novembre, pourraient être fatales à Trump s'il n'avait pas la majorité. Puisqu'à ce moment-là, il pourrait faire face à une destitution, il pourrait faire face à beaucoup de choses s'il n'a pas le Congrès. Et donc, ça aurait été très dangereux pour lui. Et ils savent jouer. D'ailleurs, hier, Trump a été sauvé, si vous voulez, pratiquement, puisqu'il y a eu un vote au Congrès, plutôt au Sénat. Parce que le Congrès, c'est les deux chambres, le Sénat et les chambres de représentants. Donc au Sénat, il y a eu un
je crois que c'était 48-47, et il a eu raison, si vous voulez, dans le sens que le Sénat ne l'a pas empêché, n'a pas voté pour l'empêcher de continuer la guerre ou de faire la guerre, parce qu'il y a eu un démocrate, un sénateur démocrate qui a voté pour les républicains, mais il y a eu 5 ou 6 républicains qui ont voté contre, plutôt pour la résolution qui était d'empêcher Trump de continuer à faire la guerre. Donc cette résolution n'est pas passée grâce à un sénateur qui était démocrate. Donc imaginez le danger où se serait retrouvé Trump. Il n'aurait pas pu continuer, il n'aurait pas pu avoir les coudées franches pour continuer à négocier avec l'Iran. Donc la situation est extrêmement compliquée. On ne peut pas se mettre à la place de Trump. C'est vrai qu'on sait que Donald Trump a été extraordinaire en tant que président pour le peuple juif. Il a reconnu Jérusalem, il a reconnu le Golan, il a reconnu... qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore il a fait les accords d'Abraham. Et il continue. Hein. Lui, il veut continuer. Je ne pense pas que le prix Nobel soit son grand projet d'une vie, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est foncièrement bon, bien qu'on ait l'impression qu'il a jeté Israël sous les roues du camion, ou de l'autobus. Je ne sais pas comment vous le dites, mais c'est clair qu'on voit que Donald Trump joue un jeu très serré. Il joue théoriquement contre Netanyahou, il montre les dents contre Netanyahou et contre Israël, parce qu'il veut absolument que l'Iran n'ait pas le nucléaire. Et il croit que le seul moyen, c'est celui-ci. Et après, les autres problèmes, le balistique et les proxies, c'est-à-dire le Hamas, le djihad, le Hezbollah, tout ça, ça vient en second. C'est quelque chose qu'on pourra gérer plus tard. Mais pour lui, l'important, c'est le nucléaire. Et on est obligé de lui accorder raison, parce que le nucléaire est beaucoup plus important. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas, dans cet accord, d'après ce que j'ai lu, les points que j'ai lus, c'est que l'uranium ne sera pas sorti d'Iran, mais il sera dilué en Iran. Donc, il suffirait de remettre les choses à un moment donné en marche pour re-enrichir l'uranium et constituer un arsenal. Bien, parce que l'AIEA ne fait pas le travail. Il faut être réaliste, même si c'est avec des garanties internationales, avec l'AIEA, avec le Conseil de sécurité. Et il faudra, bien entendu, qu'ils arrivent à un contrat, à une entente extrêmement béton, extrêmement concrète, pour empêcher l'Iran, à un moment donné, de reprendre, après qu'ils aient dilué, de reprendre l'enrichissement d'uranium, et non seulement l'enrichissement d'uranium, dans 10-15 ans, qui sera à la barre, qui sera aux États-Unis, qui sera le président. Donald Trump ne sera plus là. Est-ce qu'il y aura un meilleur, est-ce qu'il y aura un pire? Je doute qu'on ait eu meilleur président américain pour le peuple juif jusqu'à présent, d'accord? Donc, et on voit de toute façon que si Donald Trump a été moins dur, parce qu'il a laissé beaucoup de choses au niveau financier, au niveau même, comme je vous ai dit, du balistique et des proxys, il a presque imposé à Israël de ne pas rester au Liban, donc en tout cas d'attaquer le Hezbollah. Donc on est dans une situation qui est quand même assez critique pour le peuple juif, mais Donald Trump continue à faire, je pense qu'il fallait qu'il arrête, parce qu'il était coincé de tous les côtés, et il a été coincé parce que les Iraniens savent jouer la montre, savent jouer les négociations, savent imposer ce qu'ils veulent à la longue, même si ils ont été affaiblis au niveau économique, au niveau de tout, ils vont tout rattraper. Et donc dans 15-20 ans, ou même avant, il se pourrait qu'ils ne laissent pas les inspecteurs de l'AIEA vérifier les choses, il faut bien comprendre que c'est un régime qui est mafieux. Il n'y a pas de discussion avec eux. Où les gens font ce qu'ils veulent, ou ils vont les tuer.
Et je veux dire, la question n'est pas là. Même si Trump il dit que le régime actuellement, c'est pas les mêmes fanatiques qu'il y avait avant, j'en doute. Pour moi, c'est les mêmes. Maintenant que j'ai dressé un petit peu la photo, j'ai dressé un petit peu ce qui se passe autour de toute cette réalité qui est, ma foi, intéressante parce que chacun va reprendre son souffle, mais ce n'est que pour mieux sauter, ce n'est que pour mieux faire sauter, si vous voulez, le monde. Il y a une réalité où on a vu que tout était coincé au niveau économique. Le détroit d'Ormuz a fait en sorte que tout soit bloqué dans le monde. Et écoutez, s'il n'y avait pas eu la guerre, s'il n'y avait pas eu la guerre, eh bien, en fin de compte, ça aurait été toujours la même chose. Ça veut dire qu'il y aurait eu les bateaux qui auraient continué à circuler. Donc, la guerre n'a pas apporté, puisque en fin de compte, après la guerre, on va revenir à une situation où les bateaux circulent. Donc, autrement dit, peut-être qu'on a fait la guerre pour rien. Non, mais je ne pense pas que ce soit juste ça. Je crois que réellement, il fallait que l'Iran soit frappé dur pour qu'il accepte de ne pas avoir de bombe atomique. Et ça, c'est là où on croit, et où je crois qu'en fin de compte, même si ça ne nous plaît pas, nous, les Juifs, comment Trump s'est retourné un petit peu contre nous, mais je crois que c'est nécessaire des fois pour pouvoir avoir ce qu'il veut, parce que des fois dans la vie, il faut arrondir les coins, on n'a pas le choix, on doit faire des concessions, même si ça signifie qu'il va y avoir des morts à cause de cela, à long terme ou même à court terme, puisqu'il y a encore des attaques au Liban contre les soldats israéliens. Donc c'est sûr que quelque part ça fait du mal, mais comme les politiciens, eux, c'est des grands cuisiniers, et que les grands cuisiniers, ils ne savent pas faire d'omelette sans casser des œufs, alors c'est ça ce qu'ils vont faire. Donc il fallait passer à travers cela, et on verra comment les choses vont se dérouler. Ce que je crois, maintenant, il faut juste revenir aux basics, c'est-à-dire aux fondamentaux. Fondamentalement, l'Iran veut dominer au moins le Moyen-Orient. Au moins, comme je dis. Pour eux, leur objectif, c'est que le Mahdi, leur messie, doit être chiite et qu'il doit conquérir le monde et qu'il doit obliger tout le monde à devenir islamique, à devenir musulman. Donc c'est quelque chose qui est dans leur gène. Ils ne vont pas le lâcher. D'ailleurs, comme je vous avais déjà dit, pendant la guerre, j'avais fait un shiur, je vous avais parlé du Yaqut Shimoni qui dit que, en fin de compte, à la fin des temps, l'Iran va se bagarrer avec le roi d'Arabie, et le roi d'Arabie va voir la puissance du moment qui est le roi d'Édom, si vous voulez, le monde occidental, et en fin de compte, il va menacer de détruire le monde. Et c'est ça ce qui s'est passé. À travers le détroit d'Ormuz, ils étaient prêts à faire tout sauter. Et ils savent très bien jouer, comme je vous dis, c'est des joueurs d'échecs énormes. C'est eux, il paraîtrait, qui ont inventé les échecs, et ils savent comment bouger les pions. Alors, le Yaqut Shimoni continue et dit que, en fin de compte, comment dirais-je, le roi de Perse revient, ok, et bon, il y a une guerre entre eux, et il revient et il détruit tout le monde. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, et je le disais au nom de Ron Shaya, qui lui-même l'avait dit au nom d'un de ses disciples, qui lui avait dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il revient? Pourquoi le Yaqut Shimoni il revient? Il a dit il revient. Ça veut dire que c'était prévu qu'il y ait une première étape. Et qu'après, ils reviennent sur le devant de la scène et qu'ils essayent de détruire tout le monde. Et le Mashiach vient et il va l'empêcher d'avoir cela. Maintenant, il faut comprendre cela dans le contexte de la guerre, des guerres je dis bien des guerres de Gog ou Magog, parce qu'il n'y a pas une seule guerre de Gog ou Magog, il y a plusieurs guerres,
D'ailleurs, c'est prévu dans les prophéties de Yecheskel et de Zecharia qu'il y a des guerres, et il y a des étapes dans cette guerre. On voit que la dernière guerre, qui est celle de Zecharia, c'est quand le monde vient et ils attaquent Jérusalem, à l'intérieur de Jérusalem. Et c'est pas juste à Gaza, c'est dans Jérusalem. Alors, on est en train de voir que les événements sont en train de se précipiter, bien que maintenant il y a une accalmie et que les choses vont aller plus au niveau de la diplomatie. Il va y avoir encore peut-être des escarmouches, il va y avoir, on ne sait pas comment les choses vont se développer, ça va tenir, combien de temps ça va tenir, mais en fin de compte, on peut dire que actuellement l'Amérique, si vous voulez, les États-Unis ont gagné cette guerre. En tout cas, Donald Trump fanfaronne à ce sujet. D'un autre côté, les Iraniens disent que c'est eux qui sont victorieux et qu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu. En fait, compte, c'est faux, parce que s'ils signent, et ils l'ont signé aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont d'accord qu'ils ne vont pas avoir d'uranium enrichi, ils ne vont pas avoir de quoi faire des bombes atomiques, ils ne vont pas se procurer ni fabriquer la bombe atomique. Et donc, ça veut dire que, en fin de compte, les objectifs des Américains ont été atteints. Et donc, ils ont gagné la guerre. De ce point de vue, ils ont affaibli l'Iran. C'est vrai qu'ils vont financer avec d'autres pays 300 milliards de dollars et ils vont libérer les 24 milliards qui sont gelés. Ils vont aider financièrement, mais alors on pourrait dire oui, alors donc les États-Unis en fin de compte ils payent, donc ils ont fait du mal, ils payent, et donc ça veut dire que ce sont les Iraniens qui ont eu raison. Ben non, et non, ils n'ont pas eu raison, puisque en fin de compte ils arrivent à avoir le premier but qui était d'enlever l'uranium. Maintenant, c'est sûr que pour nous, en tant que juifs, c'est dangereux parce que vous vous rappelez bien que quand les missiles balistiques tombaient sur Israël, il y a eu des dégâts. Pas beaucoup, grâce à Dieu, il y a eu des miracles. Mais c'est un danger, les missiles balistiques. C'est très dangereux. Et les drones, et tout ce que fait le Hezbollah contre les soldats actuellement au sud Liban. Et ils attaquent aussi certains villages et certaines villes au nord d'Israël. Donc on voit que s'ils continuent, alors ça ne va jamais s'arrêter. Bon, écoutez, c'est le gouvernement israélien qui va gérer ça du mieux qu'il peut, avec les entraves qu'il va avoir du point de vue de l'Iran et des États-Unis. On verra comment les choses vont se passer. C'est sûr que on n'a pas la vie facile et que ça va être compliqué. Mais grosso modo, il faut comprendre que l'Iran n'a pas dit son dernier mot. Et je l'avais dit, dernier séminaire où je leur ai expliqué qu'est-ce qui allait se passer, je leur ai dit, écoutez, c'est pas moi qui le dis, je ne rapporte que ce que j'ai lu, et dans les textes sacrés, qui disent réellement qu'en fin de compte, toute la fin de l'histoire du peuple juif, en tout cas, c'est pas la fin de l'histoire, ça veut dire que à la fin de l'histoire, si vous voulez, ce n'est pas la fin de l'histoire parce que le peuple juif éternel, on va rester là, mais si vous voulez, à la fin des temps, en fin de compte, tout se joue à travers l'Iran. L'Iran est un acteur principal. Alors on voit, on avait vu, je l'avais dit déjà, qu'on voit dans un rachid sur Sanhedrin 98, la page 98b, comme quoi l'Iran vient et attaque Israël à travers l'Irak. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, et ça c'est page 98b dans Sanhedrin, dans la Gemara. Et on a aussi dans le Tosfot de Avodah Zarah, dans la page 2, folio B, on voit que dans ce Tosfot, que l'Amérique va gagner, Edom en tout cas, Edom c'est l'Occident, va avoir raison sur l'Iran à la fin des temps, juste avant que le Mashiach ne vienne. Donc on voit que l'Iran, que ce soit dans le Yalkut Shimoni, que ce soit dans la Gemara Sanhedrin, que ce soit dans la Gemara Avodah Zarah et dans d'autres endroits aussi dans la Gemara, on voit que ça tourne autour d'eux. Et simplement, le retournement de situation qu'on voit actuellement, qui est un peu défavorable pour Israël,
eh bien, il faut se poser la question, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi est-ce que ce président qui était si extraordinaire par rapport au peuple juif, qui a protégé, et on lui doit énormément, surtout tout ce qu'il a fait pour les otages, il a travaillé très dur. On doit être reconnaissant de ce point de vue, et il a pu réussir à réavoir même les cadavres qui étaient otages à Gaza. Il faut pas oublier. Il faut avoir cette reconnaissance, même si ça ne nous fait pas plaisir de voir qu'il nous dit, écoutez, n'attaquez pas le Hezbollah, la Syrie pourrait faire mieux que vous. Ok, c'est des mots, et peut-être que son objectif était d'avoir la signature de ce mémorandum, et que éventuellement, quand il aura signé un accord réel dans 2 mois, alors là, on va voir tous les bienfaits de sa stratégie, même si elle ne nous plaît pas. Il ne faut pas oublier que tant qu'on n'est pas arrivé en novembre et qu'il n'a pas gagné les élections de midterm, enfin les républicains, ça va être encore dur. C'est une partie qui est très dure à jouer. D'accord? Donc, on peut ne pas être très content, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'il faut lui tirer notre chapeau, mais il faut remercier Akadosh Baruch Hu, parce que c'est Dieu qui nous l'a envoyé pour protéger le peuple juif. Mais pourquoi ce retournement? Pourquoi est-ce qu'il se retourne comme ça, un petit peu sauvagement contre nous? Il ne faut pas oublier quelque chose. Ce qui se passe en Israël, c'est qu'actuellement, ils sont en train de déchirer, de frapper avec des bâtons, d'envoyer des grenades assourdissantes, de s'attaquer aux religieux qui ne veulent pas le faire l'armée. Il faut pas oublier, mes chers amis, je vous le dis, du temps d'Égypte, en Égypte, les Lévi'im, il y avait une tribu qui n'était pas esclave, ils étudiaient la Torah. Il y a toujours eu une personne qui étudiait pour une personne qui allait à la guerre. C'est comme ça que ça se passait. D'autre part, quand les Lévi'im, on les a, si vous voulez, comptés pour les recenser, on parlait de ceux qui allaient à la tzava. C'est quoi la tzava? Ça veut dire qu'ils étaient comme engagés dans l'armée, mais l'armée des Lévi'im, l'armée du travail divin, du travail pour la Torah, du travail d'enseigner la Torah, le travail de s'occuper du tabernacle, de transporter les choses du tabernacle. C'était eux, ce sont les Lévi'im. Donc il y avait toujours ces Lévi'im, on parle avec les mots comme ça, je peux vous le trouver si vous voulez, mais je n'ai pas le temps maintenant. L'idée, c'est utiliser le mot tsava, le mot armée, ok, est utilisé. Et ils étaient, si je me rappelle bien, de 30 à 50 ans. Ils étaient engagés à la tsava, à l'armée des Lévi'im, pour faire le travail des Lévi'im. D'accord? Alors que les autres, ils étaient de 20 à 60 ans, ils étaient à la guerre. Ok? Donc, et pourquoi 30 ans pour les Lévi'im? Parce que peut-être qu'il y a une certaine maturité au niveau de la pensée. Ça veut dire que quand un Lévi, il avait 30 ans, ok, un homme qui a 30 ans, il a des hormones qui sont plus basses qu'un homme qui a 20 ans. D'accord? Donc il est moins, si vous voulez, il est plus mûr, il est plus calme à l'intérieur de ses pulsions, etc. Et donc il est plus concentré sur le travail divin. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu qu'ils aient 30 ans pour commencer à servir parmi les Lévi'im. Donc, les Lévi'im, ils avaient un travail à faire. Et de la même manière, les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah, ceux qui veulent étudier la Torah, ils ne devraient pas être empêchés de le faire. Et peut-être que Akadosh Baruch Hu est énervé contre nous. Et c'est pour cela qu'il nous envoie, même Trump qui était avec nous à 100%, il est un petit peu moins, il est moins puisqu'il nous empêche, il nous menotte. Il veut qu'on ne batte pas le Hezbollah, il veut que les choses s'arrangent. Et il nous oblige. C'est pas très élégant de sa part, mais d'un autre côté, peut-être que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit quoi, je vous ai envoyé quelqu'un comme ça, il a fait des choses extraordinaires pour vous, et c'est comme ça que vous vous comportez par rapport à vos frères. Vous les traînez dans les rues et vous les frappez avec des bâtons et vous leur déchirez leurs vêtements et vous
En tout cas, c'est pas beau à voir ces manifestations. Pourquoi? Parce que on les oblige, on les pourchasse, la police les pourchasse, l'armée les pourchasse pour que les rentrées, et ils les appellent des draft dodgers, c'est-à-dire des déserteurs. Alors que eux, ils veulent étudier la Torah parce que c'est ça ce qu'ils veulent. Leur vie est dédiée au service divin. Et Akadosh Baruch Hu n'est pas content, très probablement. À cause de ça, il nous envoie des messages. Et c'est à nous de les prendre, c'est à nous de comprendre que s'il n'y a pas la Torah, il n'y a rien du tout. Et d'ailleurs, je finirai avec ça. Quand Donald Trump, cette semaine, disait « S'il n'y avait pas les États-Unis, Israël n'aurait pas tenu 2 heures ». Vous comprenez ce qu'il dit? Ça veut dire que s'il y avait eu la bombe atomique, Chas v'Shalom, on aurait été décimés. Et disons la vérité. Disons la vérité. Il y a eu l'Holocauste, il y a eu 6 millions de Juifs qui sont morts. Okay, il y a 6-7 millions. Imaginez Chas v'Shalom qu'ils aient eu la bombe atomique. Et c'est un petit peu pour ça que Donald Trump il dit que s'il n'y avait pas les États-Unis, Israël n'aurait pas tenu 2 heures. Mais il a oublié de dire quelque chose. Et c'est son ambassadeur, l'ambassadeur américain en Israël, qui est Huckabee, qui est religieux chrétien, qui est un évangéliste, si je me rappelle bien, eh bien, il a dit, s'il n'y avait pas Israël, il n'y aurait pas eu les États-Unis. S'il n'y avait pas Israël qui protégeait, alors il n'y aurait pas eu les États-Unis. Et moi, je dis quelque chose d'autre. C'est que s'il n'y avait pas les Talmidei Chachamim, les étudiants de Yeshivot, qui étudiaient la Torah, il n'y aurait pas eu de monde. Parce que la Torah, elle tient, le monde, excusez-moi, ne tient que sur les paroles de Torah. Sur les paroles de Torah, sur l'étude de la Torah. Donc il faut que tout le monde comprenne à quel point les béné Yeshivot, les enfants des Yeshivot, on leur doit énormément, énormément. Que ça, c'est la vraie tzava. C'est vrai qu'il y a des soldats et ils donnent leur corps, ils donnent leur âme, ils donnent tout. On leur doit aussi parce qu'ils nous protègent, ils nous donnent au moins la tranquillité d'esprit de pouvoir avoir un pays. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui leur donne cette possibilité de vaincre grâce à tout ce qui étudie aussi derrière, tout ce qui étudie la Torah de leur côté. Alors voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la situation. J'essaie de le faire, il est un peu tard ce soir, je suis un petit peu fatigué, mais au moins j'ai voulu faire quand même ce cours parce qu'il vient de signer et j'ai tenu à le faire. Alors voilà, alors que Dieu nous aide à nous aimer entre nous les Juifs. Parce que si on s'aime les Juifs, on s'aime, on se respecte, et on ne frappe pas des frères juifs parce qu'ils étudient la Torah, on ne les met pas en prison parce qu'ils étudient la Torah, alors Akadosh Baruch Hu aura pitié de nous. Voilà. Et que Dieu nous bénisse et nous protège.